Elle a un profil atypique. Elle n'a jamais rêvé d'être astronaute, ni même de travailler dans le spatial. Et pourtant, aujourd'hui, elle est instructrice d'astronautes. Elle leur apprend à se servir des systèmes à bord de la station, des expériences qu'ils vont devoir réaliser, un travail beaucoup plus difficile et codifié qu'il en a l'air. Elle est aussi instructrice chez Novespace, qui réalise des vols paraboliques. Son parcours, vous allez l'entendre, est jalonné d'opportunités saisies au bon moment, au bon endroit. Un parcours qui l'a mené au Japon, au Canada, ici à Toulouse, mais aussi en Inde, à Baïkonour et à Cologne, à l'ESA. Je suis Benjamin Péter, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace, et pour cet épisode, je reçois Laura André Boyer, à qui j'ai demandé quel était son tout premier souvenir d'espace. Je pense que c'est effectivement dans ma campagne iséroise, à la nuit des étoiles filantes, tu sais, où là, on a une vraie excuse pour se coucher tard. Et donc, on s'installait dans l'herbe avec ma sœur, avec des couvertures, et on avait le droit de veiller. Et donc, moi, j'ai grandi vraiment au milieu de la campagne, donc pas de bruit, très peu de pollution lumineuse. Et alors, je sais pas comment on regarde cette nuit des étoiles filantes autre part, mais en tout cas, moi, j'ai ce souvenir-là. Et en général, on regardait soit jusqu'à avoir trop froid, soit jusqu'à ce que ça me donne le vertige. Ouais. Donc, arrivé à un moment où je me mettais un peu à mouliner en me disant voilà, le lointain, la distance, c'était tout à fait vertigineux. Même si j'étais bien allongée par terre, il y avait voilà, un petit truc qui tournait de plus en plus vite. Quand vous dites que c'était en famille, c'était quelque chose qui était encouragé, qui était un rendez-vous ? Non, pas du tout. C'est parce que donc moi, j'ai grandi avec mes parents et ma petite sœur. Et oui, voilà, c'était un raccourci juste avec ma sœur, en fait. C'était en famille. Par contre, ce qui était encouragé, c'était la nature. Énormément. Parce qu'on habitait à la campagne, entouré de nature. Mes parents ont toujours fait le jardin, le potager, le verger. Donc vraiment, ce qui était encouragé, c'était la nature. Apprendre. Nous, on avait l'almanach. Et on faisait le jardin avec l'almanach, avec les phases de la lune. Alors, je sais pas, ça va peut-être faire frémir certains, mais quand on a l'almanach du Dauphiné ou du Dauphinois, je sais plus, eh bien, voilà, à tel jour, il faut planter tel légume ou tel truc. Donc, c'est celui qui aujourd'hui nous dit qu'il y a des lunes roses, des lunes bleues, etc. Là, ça va trop loin. Mais celui contre lequel on se bat, parce que beaucoup nous appellent pour ça. Mais donc voilà, on faisait attention un petit peu aux saisons, aux températures, aux dictons, et puis à chérir la nature. Ouais. Est-ce qu'il y a du coup aussi des événements spatiaux qui vous ont marqué, là, peut-être déjà dès l'enfance ? Alors dès l'enfance, non, qui m'a marqué parce que j'ai jamais été intéressée par le spatial. En dehors de cette nuit des étoiles filantes, voilà, c'était à peu près tout. J'ai essayé d'apprendre quelques constellations. Quand je dis quelques, c'est peut-être 3. Et oui, c'est la Grande Ourse, la Petite Ourse et Cassiopée. Exactement. Et encore, je n'étais pas tout à fait au point, donc ça ne m'intéressait pas plus que ça. Donc vraiment, l'événement, moi, qui m'a vraiment marqué, ça a été l'amarrage de Columbus. L'amarrage de Columbus, où j'étais dans les locaux du CNES. Alors là, c'est un peu le grand écart entre la campagne iséroise. Je suis pas intéressée au spatial. Genre, qu'est-ce qu'elle fait au CNES ce jour-là ? Et c'était extrêmement curieux parce que j'étais entourée de gens passionnés. J'étais entourée aussi de la famille et des proches de Léopold Eyarts, qui a participé à l'amarrage, donc notamment en pilotant le bras robotique. Et on était dans le bidon du CNES, ça s'appelle comme ça, c'est une espèce de bâtiment cylindrique avec ces images, mais qui étaient complètement dingues. Et j'étais complètement spectatrice de tout, à la fois de ce que je voyais à l'écran et des visages autour de moi, qui étaient émus aux larmes. Et j'étais spectatrice de tout ça. On réalise l'ampleur de ce que ça représente. C'est-à-dire, c'est vrai qu'un labo dans l'espace qui sera permanent, européen. À ce moment-là, moi, je suis encore dans la contemplation, dans la découverte de ce monde-là. Et non, je ne réalise pas
l'exploit que c'est, les années de préparation, de travail et toute la passion qui anime toutes ces personnes-là. Donc non, je réalise pas. Avec le temps, oui, bien évidemment, mais à ce moment-là, je me souviens être saisie de toute cette émotion. Je me disais, ils en font des caisses quand même. Mais donc voilà, avec le temps, on comprend mieux. Alors, comment est-ce qu'on passe de la campagne iséroise, justement, à instructrice d'astronaute, puisque c'est ça, profession de point, instructrice d'astronaute, c'est quand même ça qu'on met aujourd'hui. Oui. Bravo pour la prononciation, c'est difficile. Oui. Si je peux me permettre, c'était au pluriel la question des événements marquants Oui, ou pas ? Ça peut être bien sûr. Parce que le propre, moi, de mon métier, c'est surtout de la salle de classe et voilà. J'ai d'autres activités qui me permettent de faire l'expérience d'autres choses. Donc, il y a eu 2 moments très marquants pour moi. Mon premier vol parabolique, où j'ai eu l'opportunité, en tant que sujet expérimental, de faire l'expérience de l'impesanteur. Donc, c'est absolument saisissant. Donc là, on est en 2010-2011 à peu près. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, j'ai démarré tôt. Et ça n'était pas ma volonté non plus, ça n'était pas mon souhait, ça n'était pas mon rêve. Je me suis trouvée au bon endroit, au bon moment. Donc ça, c'était quelque chose d'extrêmement marquant comme souvenir. Et le dernier événement marquant pour moi, ça a été le lancement de Luca Parmitano sur sa mission Beyond à Baïkonour. J'ai pas eu l'opportunité de voir beaucoup de lancements. J'ai été invitée à quelques-uns, mais il faut trouver le temps et les fonds parfois pour s'y rendre. Donc c'est pas toujours simple quand ça fait pas partie de nos tâches récurrentes. Et un peu sur le tard, j'assiste à ce lancement qui m'a saisie. Il y a vraiment quelque chose que j'ai réalisé. Donc, comme avec cet amarrage de Columbus, l'impesanteur et le lancement, il y avait une espèce de puzzle qui s'assemblait et qui me permettait de comprendre petit à petit certaines choses de mon métier. Oui, la finalité, en fait. Pourquoi les préparer pour cet instant-là, notamment ? Et puis peut-être que je repousse cette chose-là, tellement c'est vertigineux. Depuis le début, je me dis non, voilà. Je ne vais pas dans cette direction, et par la force des choses et pour ma plus grande joie, j'y suis amenée et petit à petit, le puzzle s'assemble et c'est très intéressant, professionnellement parlant. Et puis quelqu'un qu'on connaît, qui monte, allez, pour le dire, en haut de ce pétard géant, puisque c'est quand même quelque chose d'irréel quand on y réfléchit, ça doit être... oui, déjà quand on le vit, quand on le voit et quand on ne connaît que leur nom, mais quand en plus on a travaillé avec eux, j'imagine que c'est encore plus impressionnant. Et puis quand c'est votre ami, quand c'est pour les proches, quand c'est un membre de votre famille, ce sont des dimensions supplémentaires. Alors moi, je peux pas m'apparenter à ce type de sentiment, mais déjà de voir partir mon collègue et ami, je suis pas la fière du tout. Donc après, c'est parce que c'est pas mon rêve, c'est pas mon truc. Donc de base, je suis pas attirée par ces choses-là. Mais de se projeter. En plus, on est à même le sol. On partage vraiment les vibrations à notre échelle du lancement quand on est à Baïkonour. J'en ai très près à Baïkonour en plus, je crois. Ah ouais. J'ai trouvé ça très très près. Et c'était époustouflant et très touchant. Donc je disais, je voulais revenir un peu sur votre parcours, parce qu'au départ, moi j'ai lu votre livre Open Space chez Fayard. Vous expliquez qu'au départ vous voulez être médecin. Oui. Alors au départ, je sais pas trop ce que je veux faire et je me sens pas très à l'aise avec ça. Parce que c'est une question qui est récurrente quand on est enfant, quand on est jeune. Tu veux faire quoi plus tard ? Et il y a un peu de pression, voire d'injonction à y répondre. Et dans peut-être notre société, notre culture, notre tradition, je trouve qu'on valorise beaucoup les vocations, qui plus est précoces. C'est comme si on était plus crédible. Donc, quand on a un rêve, une vocation, un appel divin vers un certain milieu, c'est comme si on déclenchait une forme de fierté. Mais je ne sais pas si c'est éligible pour tous les corps de métier. Si on a une vocation, peut-être dans des métiers plus techniques, la plomberie, la boucherie ou des choses comme ça, peut-être que cette dimension de noblesse est estompée. Mais là, pour le coup, moi, j'étais assez embêtée en me disant,
pas trop ce que j'ai envie de faire, à part faire du cheval. Ça, c'est un truc, ça m'intéresse bien. Ça m'amuse beaucoup. Je suis dans la nature, je trouve ça chouette. Je suis pas trop mauvaise en plus. Je vais peut-être devenir professionnelle en équitation. Et mes parents ont eu l'intelligence et la gentillesse de m'expliquer que c'était peut-être pas la meilleure des idées d'emblée, et que peut-être je pouvais songer à quelque chose d'autre qui puisse me permettre professionnellement de vivre ma passion en tant que loisir. Je me suis dit, OK, donc je suis partie un petit peu en quête de quelque chose qui m'intéressait, certes, mais quelque chose aussi qui allait me permettre de bien vivre, financièrement parlant, et puis de faire plaisir à ma famille. Et avec la noblesse du métier de médecin, je me suis dit, j'ai trouvé un truc, ça me plaît bien, ça coche pas mal de cases. Mais je n'avais pas de vocation, en tout cas, je ne crois pas. Sauf si soigner son nounours, c'est vraiment le signe d'une vocation. Si ça compte. Si ça compte, OK. Sinon, non. Et donc, la médecine, je me suis dit, allez, c'est parti. Et j'ai raté médecine. Donc, ça a été une grande déception. Je suis arrivée un peu jeune aussi. Je pense qu'il faut une forme de maturité, il faut être prêt, il faut avoir toute la logistique aussi pour ce concours. Quand on arrive très jeune à l'université, donc j'étais mineure, c'était compliqué. Je cherche des excuses là. Et donc, déception vraiment profonde. Et je me suis dit, je ne veux pas en rester là. Ça me dirait bien de trouver une solution pour quand même devenir médecin sans avoir à quitter la France et faire mes études dans un autre pays. Il y a eu une heureuse rencontre, très heureuse rencontre. Donc, après avoir fait un DUG en sciences de la vie avec toutes les spécialités que j'ai pu choisir au département scientifique universitaire de Grenoble. Il y avait un forum des métiers et il y avait notamment une école qui était représentée, l'école polytechnique de l'université de Grenoble, Polytech Grenoble, qui comptait plusieurs filières, dont une spécialisée en santé, avec un parcours un peu bicéphale entre l'ingénierie plus classique et puis des cours à la faculté de médecine, donc vraiment pour s'armer à des fonctions à l'interface entre l'ingénierie, la technologie et avec cette connaissance suffisante du monde médical et du monde de la santé. C'est là qu'on vous a remis ce prospectus, comment devenir ingénieur, c'est ça ? Comment devenir femme ingénieure. Oui. Catherine Berru, que je salue, donc je m'en souviens très très bien, qui a été ma prof. Cette dame me tend cette brochure que je vois avec un intérêt modéré. Et c'est vrai que moi, dans ma tête, vraiment, un ingénieur, c'était vraiment quelqu'un, plus que quelqu'une, avec un casque et des chaussures de sécurité. Et c'est dans ma tête, c'était ça. C'était vraiment l'image que j'avais, puis peut-être un gilet fluo, mais c'était vraiment ça. Et pas pour les filles, quoi. C'était même pas tant ça. C'était pas une histoire de genre, c'était une histoire de casque et de bottes, quoi. Ouais. Et en fait, je voyais, le costume. Et c'est pas une erreur, mais c'était très incomplet. Donc, et quand on me parle de ça, je me souviens, j'ouvre un peu cette brochure après, puis je me dis, mais c'est génial ça. En plus, il y a une passerelle. Après, à la fin, quand on est diplômé de cette filière, on peut faire une passerelle et retourner en médecine. C'est génial. Je suis sauvée. Je vais faire ça. Sauf qu'il y a 20 places. Pour cette filière-là. Cette filière-là. Et je suis très en retard pour les préinscriptions. Et j'ai avec moi une camarade qui s'appelle Laure, que je salue aussi. Et on s'est dit, allez, c'est pas grave. On appelle le directeur, on lui explique, on lui dit la vérité. On a passé nos partiels, on avait la tête dans le guidon. On a loupé les préinscriptions. Et on a vraiment appelé en toute innocence. Et c'était complètement... Le monsieur, je sais plus quel était son nom, il a dû se dire, mais elles sont zinzin, quoi. Et en fait, c'était tellement criant de sincérité et de motivation, et puis peut-être un peu de culot aussi, ou de naïveté, ou un cocktail joyeux de tout ça. Et il s'est dit, OK, on va réouvrir les préinscriptions. Et on a été prises toutes les deux avec Laure, donc c'était vraiment inouï. Ça jalonne un peu tout votre parcours, puisque finalement, il n'y a que des événements un peu fortuits. Vous vous retrouvez au CNES quelques années plus tard. Ouais. Totalement par hasard, au final. Alors, par chance, encore une fois,
à travers ce parcours d'ingénieur, j'ai pu prétendre à des bourses et voyager. Donc, extraordinaire. Je suis partie au Japon. Puis, je suis partie faire une année à l'École polytechnique de Montréal. Et il fallait rentrer en France pour faire mon stage de fin d'études. J'avais prévu de rempiler sur une année au Canada. J'avais décroché un super poste et je m'étais dit, je finirai ma médecine plus tard. Et donc, je finirai ma médecine de façon très optimiste. Je ferai cette passerelle plus tard. Et mes parents, qui m'avaient pas vue depuis un certain temps, m'ont dit, rentre, viens faire ton stage dans le coin. Et ça sera l'occasion de se voir un petit peu parce qu'on sent que ça y est, t'as commencé à voyager et que t'aimes ça, quoi. Et je fais un point avec mes camarades de classe de Grenoble parce que je décroche un stage à l'hôpital de Lyon, pas très loin de chez mes parents. Et eux me disent, écoute, nous, on a postulé pour un truc fou. C'est un stage au CADMOS, au Centre d'aide au développement d'expériences en micropesanteur à Toulouse. Donc, c'est à l'interface entre l'ingénierie, la physiologie, médecine, sur des astronautes. C'est incroyable. Je suis bon, ok, si vous le dites, voilà, quoi. Moi, je suis contente, j'ai mon truc. Et par-dessus mon épaule, regardait mon petit ami de l'époque qui m'a dit, Toulouse, ça a l'air sympa. Mais c'est vraiment ça, hein. Ça a l'air vraiment chic, puis en plus, ce stage, il a l'air pas mal et tout. Je dis, arrête, moi, j'ai déjà un stage, j'ai déjà un truc. Et il me force un peu la main et j'envoie une candidature et puis je suis prise très, très peu de temps après. D'accord. Et donc, je démarre ce stage qui, très rapidement, me passionne. Vraiment. J'arrive dans cette équipe de passionnés. Tout le monde se connaît, hein, c'est un petit monde. Ils sont très marrants, ils sont très soudés. C'est une ambiance que j'ai jamais retrouvée autre part. Cette ambiance du CADMOS au CNES, là, c'était génial, vraiment génial. On me fait travailler sur une expérience qui s'appelle Solo. C'est une expérience avec des investigateurs allemands et ils s'interrogeaient sur la potentialisation de la résorption osseuse stimulée par la quantité de sel qu'on pouvait ingérer. Grosso modo, ils se demandaient, si on mange plus de sel, est-ce qu'en impesanteur, ça ne vient pas nous déminéraliser le squelette encore plus ? Oui, parce qu'il faut rappeler qu'effectivement, on perd à peu près 1% de sa masse osseuse par mois quand on est dans l'espace, ouais. Et qu'on la récupère assez difficilement en plus. Alors, on la récupère difficilement, mais on la récupère. Donc, voilà. En fait, ils se sont dit, on va faire une étude découpée en deux. Pendant une semaine, ils vont avoir un régime sans sel. Et on va faire des tas de mesures. Et pendant l'autre semaine, ils vont avoir un régime avec sel. Et on va faire des mesures. Donc, les mesures, c'était faire un recueil d'urine de 24 heures et un échantillon de cette urine. C'était faire des prises de sang veineux, prises de sang et analyse en quelques minutes du sang capillaire pour voir certains marqueurs, justement. Un régime aussi, parce que un régime dans l'espace, ça nécessite quand même de l'organisation. Et puis une veille que tout va bien. Donc, on ne les a pas privés, mais on a contraint leur choix alimentaire. Et quand on est confiné à travailler comme des fous, la nourriture, c'est quand même quelque chose d'important, tant sur le plan physiologique que psychologique. Donc, des choses, somme toute, assez simples quand on est sur Terre. Faire un recueil d'urine de 24 heures en impesanteur et un échantillon et une mesure de volume de cette urine. Comment est-ce que vous voulez mesurer un volume en impesanteur ? Faut tout imaginer en fait là, du coup, mais dans les outils, les instruments, etc. Ouais. Surtout moi qui n'ai jamais songé à ces trucs-là, c'était le choc de se dire waouh, c'est quand même très compliqué cette affaire. Et pour quelque chose de très simple a priori. De très simple sur Terre. Ouais. Et c'était passionnant. C'était passionnant parce qu'il fallait même aller jusqu'à inventer certains dispositifs. Donc, c'était un peu MacGyver, avec des problématiques un peu bizarres quand même, avec un environnement spécial. Mais en termes de réflexion et de créativité, c'était incroyable comme exercice. Et de réaliser... Moi, je me souviens, quand ils m'ont dit « Non, tu ne peux pas te peser ». Je dis, comment ça ? Il me dit, d'ailleurs, on ne dit pas se peser, on dit effectuer une mesure de masse corporelle. Je dis, vous n'allez pas un peu loin dans la terminologie et tout ? Il me dit, non, mais on ne peut pas se peser. Le poids est une force, c'est la masse multipliée par l'accélération. Ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas utiliser ce terme-là. Et je me souviens que mon cerveau avait un peu vrillé en disant « Waouh, mais comment est-ce qu'on va faire ?» Même ça, c'est pas possible. Même ça, c'est pas possible. Mais comment est-ce qu'ils font ? Et donc, voilà. Donc ça, c'était le sujet. Comment faire une prise de sang du bout du doigt quand on est
quand on fait, avec une petite aiguille au bout du doigt, comme les diabétiques font par exemple, font tomber une goutte sur une bandelette ou dans une cartouche, on peut plus faire tomber cette goutte de sang et ça va être extrêmement difficile de la guider véritablement. Donc voilà, ça c'était mon travail de stage. C'était quand même canon. Et je me suis beaucoup amusée, je me suis beaucoup investie. Et à la fin de ce stage, j'ai reçu un mail dans ma boîte pro de l'IAF, International Astronautical Federation, qui disait, voilà, vous êtes étudiant dans le spatial, vous êtes éligible au grand concours des étudiants de l'IAC, donc le Congrès international d'astronautique, qui aura lieu cette année en Inde, à Hyderabad. Il suffit que vous rédigiez un abstract de vos travaux et peut-être vous serez sélectionné par l'agence spatiale de votre pays. Je ne sais pas ce que c'est qu'un abstract, je ne sais pas, mais je me dis, génial, l'Inde. Je connais pas. Je connais pas. Et puis surtout, je me dis, c'est maintenant. C'est maintenant. Je voyagerai plus jamais de ma vie, parce qu'après, je vais être médecin à la campagne. Voilà, quoi. Et donc, je vais voir mon chef, mon responsable de stage, qui me fait comprendre assez gentiment, faut pas abuser quand même, ça fait à peine 6 mois que tu es avec nous, même si tu as bien travaillé, même si tu as reçu cet email. Tu sais, il y a des étudiants qui y pensent depuis qu'ils sont gosses. Et ça m'avait vexée. Challengée. Perturbée. Et ça m'a challengée, peut-être un peu. J'ai mis du temps à l'accepter. Et donc, je fais non, mais ça ne rime à rien de dire ça. Et je fais l'exercice. Et je suis sélectionnée par le CNES. Et donc, j'ai passé quelques temps à Paris pour peaufiner un petit peu cette publication, parce qu'après, il fallait rédiger ce truc-là. Et puis, ils ont dû être prévenus en disant, alors, on vous explique, c'est Laura, elle vient de l'Isère, c'était pas du tout prévu. Et voilà, quoi. Elle a bien travaillé, elle fonctionne bien, mais elle ne fait pas partie de notre club. Et c'est vraiment ça. Sans pensée négative derrière. Hein. Non, mais il y a une forme de légitimité, on peut se dire, mais oui. Entre guillemets. Qui c'est celle-là qui vient d'un coup ? Qui c'est celle-là ? Elle a vu aucun Star Wars. Elle connaît aucune étoile. Elle rêve même pas d'aller dans l'espace. Bon. Je reviens sur l'Inde. Oui. Ce concours, vous avez gagné. Oui. Au culot, encore une fois. Au travail. Oui. Et à la détente absolue, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Moi, l'enjeu, c'était d'aller en Inde, de visiter, un peu, et de bien faire mon travail. Mmh. Donc, aucun enjeu de compétition. Donc, j'ai gagné ce prix-là. Et, qui vous a ouvert, du coup, plein de portes. Mais oui. En fait, c'est le vrai déclic, il est là, quoi. Ouais. Enfin, il y en a plein avant, mais parce que c'est une succession de déclics. Mais celui-là, c'est celui vraiment... Il est très concret. Ouais. Il est très concret. C'est celui qui va ouvrir toutes les portes ensuite. Exactement. Et je remercie encore le président du jury, Rachid Amekran, qui m'avait annoncé et qui pouvait pas me le dire. Il me disait, tu as bien prévu d'être là à la soirée de gala? Et moi, je disais, non, ça coûte trop cher, quoi. C'était cher et j'avais pas du tout prévu. Et il me disait, non, mais ce serait bien que tu sois là. Donc voilà. Et puis, il avait lâché le morceau. Donc, ça a été un rebondissement très concret, un marqueur et personnel et sur le papier. Parce que tout de suite, j'ai reçu des offres d'emploi. Donc on passe du stage, du côté étudiant, là vraiment à la vie professionnelle. Oui, et puis surtout, c'était pas prévu du tout. C'est-à-dire que moi, j'étais attendue au Québec pour faire une année, et puis ensuite revenir en France pour faire la passerelle, pour faire médecine, etc. Et là, on me dit, on me propose des offres, etc. Je fais une pause parce que c'est assez vertigineux. Voilà. Et je fais une pause, je reste 2 mois chez mes parents. Et le MEDES, l'Institut de médecine spatiale, me fait une offre d'emploi, me dit, on t'ouvre un poste, est-ce que tu veux venir nous rejoindre ? Évidemment que oui. Donc j'allais retourner au même endroit, je connaissais les gens, c'était super agréable comme perspective. Et puis peut-être qu'il y allait avoir l'amarrage du laboratoire, la contribution européenne à la Station spatiale internationale, Columbus, avec notamment Léopold Eyarts. Je dis, ah ouais, ça a l'air quelque chose quand même. Et donc
Je temporise le Canada. Je fais plus que le temporiser. Et je temporise la médecine. Je dis, allez, on y va, ça a l'air génial. Et puis, c'est avec des gens que je connais et que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et puis voilà, l'amarrage, on en parlait précédemment, réussi. Et là, c'est le début, quoi. Il y avait vraiment quelque chose de, comme si avant, on se rendait pas bien compte. En tout cas, moi, je me rendais pas bien compte de ce que ça voulait dire. Et que ça y est, il fallait commencer à faire des opérations spatiales, à les soutenir. Il faut se certifier. Donc, je pars me certifier. Donc, il faut, apprendre des tas de choses et puis faire tout un circuit de simulation européenne et internationale pour avoir le coup de tampon en disant, c'est bon, elle est prête. Elle est sûre pour faire des opérations avec tout le monde en lien. On fait pas des opérations dans notre coin tout seul, on fait des opérations avec tous les partenaires de l'ISS. Donc c'est génial. Et donc ça a été un peu moins de 3 ans absolument géniaux. Où je me déplaçais à Houston, à la Cité des Étoiles, où on allait faire les recueils de données pré-vol, post-vol. Donc, il y avait vraiment toute la dimension gestion de projet expérimentale au plus près des astronautes. Et puis, ces fameuses opérations spatiales où on est en console et que quand on appuie sur un bouton, ça fait vraiment un tout petit truc, mais on a une action sur la station. Donc, c'est alors de très, très loin encore une fois, mais c'était génial. C'était vraiment super. C'est vertigineux, là aussi. On revient presque au vertige du début quand on regarde les étoiles. Je pense que j'avais tellement la tête dans le guidon. J'ai pas eu ce vertige-là. J'étais hyper concentrée à savourer tout de ces instants-là. Parce que j'ai toujours eu la sensation, non pas d'être illégitime, mais que ça n'avait pas vocation à se poursuivre. Que c'était toujours temporaire. Que je devais aller faire autre chose. Donc, ça fait quand même... quelques années que c'est temporaire. Quelques années que c'est temporaire. Et donc, en septembre 2009, c'est la sélection des astronautes de l'ESA avec Thomas et puis tous ses camarades qui sont sélectionnés. Donc, pareil, moi, je suis ça... pas de loin, mais c'est le début pour eux. Ils vont pas rentrer dans le processus expérimental tout de suite. Il va y avoir un certain temps où ils vont devoir s'entraîner, etc. Donc, on a un petit peu... Mais en sachant que vous allez devoir travailler avec eux. Mais moi, je me projette pas parce que j'ai toujours ce truc de ça va s'arrêter, quoi. Je me projette peu. Et je découvre que la première phase de leur entraînement, c'est l'entraînement de base qui repose sur une coopération internationale. C'est-à-dire qu'au Centre européen des astronautes, qui est un des 4 centres de formation pour les astronautes professionnels qui vont se rendre travailler à bord ou vivre à bord de l'ISS, donc on a Houston, on a la Cité des Étoiles, on a Tsukuba et on a Cologne, donc le Centre européen des astronautes. Là-bas, il y a grosso modo une centaine d'experts qui travaillent et il n'y a pas suffisamment d'expertise socle pour couvrir tout l'éventail de compétences et de connaissances qui est nécessaire dans l'entraînement de base. Donc, l'ESA va aller glaner, ça et là, chez les États membres, des experts qui vont contribuer à cet entraînement de base dans différents domaines. C'est un gros investissement pour donner un cours, une fois dans sa vie. Donc, parfois, les experts, ils n'ont pas le temps. Parfois, ils se rendent compte qu'il va falloir aller se former à la pédagogie et aux standards de l'instruction de l'ESA, développer un cours en plus du travail habituel, bof. Donc, il n'y a pas toujours beaucoup de candidats. Et puis, moi, je suis là. C'est vrai que à l'époque, j'ai pas de famille, j'ai pas de contraintes. Je suis hyper flexible. J'ai du temps. Donc, ok. Pourquoi pas ? Je suis volontaire. Oui, pourquoi pas. Surtout s'il y en a que ça embête, quoi. Et ce que moi j'ai découvert dans votre livre, c'est que donner un cours à l'ESA, c'est extrêmement contraignant, c'est-à-dire que c'est en termes de préparation, en termes d'écriture, il faut que ce soit validé, ça se fait pas comme ça. Non, ouais, effectivement. Alors, pour l'entraînement de base, c'est un peu plus light que pour vraiment les cours spécialistes, etc. Donc, entraînement de base, moi, je suis encore en train de travailler à Toulouse. Je passe une certification light, elle s'appelle vraiment comme ça, et je donne mes cours d'anatomie et de physiologie aux nouvelles recrues. Donc l'entraînement de base, c'est la première année en gros
Alors, ça pour a qu'ils duré. récupèrent leurs ailes d'astronaute. C'est ça. C'est un entraînement très théorique où on vient réasseoir, réhomogénéiser un peu toutes les connaissances qui semblent nécessaires à l'ESA pour être bien prêt à ingurgiter la suite. Donc, Mais ils ne sont pas encore assignés à une mission. Non, pas du tout. Donc c'est vraiment la première partie. Donc anatomie, physiologie, on a dit, mais toute la dimension légale, technique, historique, les rudiments aussi de la suture, parler couramment le russe. Ceux qui sont pas pilotes de carrière, ils apprennent à piloter. Donc voilà, on apprend vraiment tout. Et donc moi je fais partie de ce truc-là. Ça se passe super bien. J'ai des bons résultats, si bien que 2 semaines après, je suis rappelée. Je sais plus exactement par qui, mais du côté de l'ESA, qui me disait voilà, on lance une campagne de sélection pour 2 instructeurs. Vous avez eu des bonnes notes, est-ce que vous voulez postuler ? Et donc voilà, je postule. Pourquoi ? Parce que j'étais si bien à Toulouse que d'un seul coup j'ai envie de partir. Pas du tout. Déjà, c'était une évolution professionnelle qui était intéressante et que mon petit ami de l'époque habitait à Francfort et que ça me rapprochait de lui. Donc vous voyez, les motivations parfois, elles n'ont pas besoin d'être nobles ou d'être cataloguées pour être fortes. Là, donc pour rejoindre votre propos sur la rigueur nécessaire à la préparation d'un entraînement, c'est fou. Moi, ça m'a à la fois passionné et effrayé. C'est-à-dire que c'est assez incroyable de se dire toutes les étapes qu'il faut passer. Il faut passer devant donc un jury. Même les blagues qu'on insère dans un texte d'un cours, d'un script, sont écrites parce qu'on pourrait être remplacé par quelqu'un d'autre. Bien sûr, ouais. Donc, il faut que tout soit vraiment au cordeau, quoi. Tout soit au cordeau. À commencer par véritablement une bonne assise pédagogique. Et ça, c'est ce qui était le plus difficile pour moi parce que j'avais envie d'y aller et j'avais envie de construire ces cours tout de suite. On a envie d'ouvrir une page et de dessiner, de créer. Non, pas du tout. Il faut surtout pas faire ça. Et en fait, il faut commencer par apprendre, se certifier pour un certain temps et puis ensuite définir véritablement quel est l'objectif. Quel est le niveau que tu cibles ? Est-ce que c'est un niveau cognitif ? Est-ce qu'on est autre part ? Est-ce qu'il va avoir besoin de connaître, de comprendre, de retenir, de réutiliser, seul, aider ? Et donc, on a toute une pile. Donc, on a une grille de lecture de tous ces critères-là. Et on va commencer à apprendre à rédiger des objectifs. Et ça, c'est la clé. C'est vraiment la clé, savoir bien rédiger un objectif. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise dans mon quotidien, peut-être pas, mais en tout cas régulièrement, bien faire un pas en arrière en disant c'est quoi vraiment l'objectif et comment je vais être en mesure de l'évaluer, dans quel contexte, avec quels critères. Et ça, c'est des outils fabuleux que m'ont donné cette rigueur des standards de l'ESA, mais on commence par ça. Définir des objectifs pédagogiques de façon extrêmement rigoureuse. Ensuite, définir une stratégie. Est-ce qu'on va du plus petit au plus grand, du plus simple au plus compliqué, etc. Et quel type de cours est le plus approprié ? Est-ce que c'est une leçon en salle de classe ou est-ce que ça va être un formatif où est-ce qu'il va y avoir une démonstration, une performance, etc. Donc, on vient renseigner dans un canevas pédagogique tout ça. Et ça prend un certain temps. Et c'est une phase qui est un petit peu frustrante parce que on a l'impression que ça prend très très longtemps. Et plus on avance dans ce métier-là, plus on est rodé à cet exercice et plus on le chérit parce que c'est vraiment une gymnastique qui est de plus en plus facile et tellement utile. J'ai découvert par exemple moi la notion d'apprentissage négatif. Ah oui. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas donner à un astronaute un instrument, une expérience en lui disant à ton avis comment est-ce que ça marche ? Débrouille-toi. Parce qu'il faut pas qu'il le touche en premier parce que sinon il peut avoir de mauvais souvenirs quand il va s'en servir en orbite. Ouais, alors comment ça s'appelle en français ? En anglais c'est le try and fail et c'est échoue. Oui, ça doit être ça, ouais. Dans certains domaines, je ne saurais pas vous en nommer maintenant là, mais je pense que dans certains domaines ça peut être acceptable, voire utile. Pour nous, c'est interdit. On a des règles à observer et une de ces règles, c'est la première fois qu'on montre à un astronaute, c'est la façon
adéquate. C'est-à-dire que la première fois qu'on va lui faire une démonstration, on va lui démontrer comment on opère la machine parfaitement. Et comme vous disiez, on peut pas lui dire tiens, à ton avis comment ça fonctionne, etc. Parce que ça pourrait être source éventuellement d'entraînement négatif. Parce qu'il peut y avoir une mémoire sensorielle qui se souvient mal, en fait. Absolument, absolument. Et ça, c'est une règle qui existe dans ma famille, par exemple. Je ne sais pas si elle est bonne, mais elle est tellement tatouée. Je me dis, mais quel est l'intérêt de montrer la mauvaise façon d'utiliser les choses la première fois qu'on voit et qu'on fait une démonstration? Déjà, c'est nous qui faisons une démonstration. C'est toujours démonstration et performance. Et donc voilà. Il y a aussi la règle de readiness. Est-ce que l'apprenant, est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il n'est pas en train de dormir? Est-ce qu'il n'a pas faim? Est-ce qu'il n'est pas préoccupé par autre chose? Est-ce qu'il est prêt? Et ça, on se dit, ça coule de source. Mais dans nos salles de classe, on ne peut pas toujours vérifier que tous les enfants ou tous les étudiants sont prêts. Là, nous, comme on a 1 ou 2 élèves par classe, on vérifie bien que tout va bien parce que le temps est tellement précieux que voilà. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je parlais de la petite blague, elle est en fait utile dans l'apprentissage, c'est pas juste pour détendre l'atmosphère, en fait c'est aussi pour garder l'attention, elle fait partie du processus pédagogique. Bien sûr, elle fait partie du processus pédagogique parce qu'on sait que l'attention, elle va diminuer au bout d'un certain temps et en plus de ça, ce temps, il n'est pas homogène, voilà. Vous avez peut-être une capacité d'attention très supérieure à moi. Et donc, il faut observer nos élèves. Et on part un petit peu sur une moyenne en se disant, bon là, alors déjà, il faut stimuler l'attention. Donc, on va avoir une ouverture, on va avoir un lever de rideau sans rideau, où il va falloir attraper l'attention avec peut-être une question, avec peut-être une blague, peut-être une image, quelque chose qui va venir capter l'attention. Et ensuite, on va donner le plan. À quoi bon démarrer dans un truc si on ne connaît pas le plan? Moi, c'est quelque chose qui me manque. À chaque fois, je dis, mais ils n'ont pas mis le plan, ça va durer combien de temps? Qu'est-ce qu'on va faire? De quoi on va parler? Dans quel ordre? Donc voilà, on fait toujours de la même façon une timeline. Et puis ensuite, on respecte le plan. Et à certains moments, on va relancer cette flamme, d'apprendre par des blagues, par des questions ouvertes, des questions fermées, des semi-évaluations. Et c'est vrai que l'humour, l'attention, ça fait partie véritablement de la pédagogie. Alors aujourd'hui, il y a cet aspect-là, instructrice d'astronautes, et puis il y a aussi, qui fait partie finalement de l'instruction aussi, mais qui est toute votre activité à Novespace, dans les vols 0G. Là aussi, comment est-ce que vous vous retrouvez dans cette aventure? C'est fou, ça c'est fou. Et je pense qu'il y a des personnes qui doivent vraiment pas bien m'aimer en me disant c'est pas juste. En se disant c'est pas juste, pourquoi? Et j'ai pas vraiment la réponse, mais on peut essayer d'y réfléchir ensemble. La première fois, je me trouvais à la cantine du DLR, de l'Institut spatial allemand, parce que l'EAC est posé sur le campus du DLR à Cologne. Et un collègue vient me voir en me disant, ça t'intéresserait de participer à une expérience en physiologie qui tape un peu, qui fait un peu mal? J'ai dit, a priori non. Il me dit non, en fait je t'explique, c'est les collègues en face là, ils sont embêtés parce qu'ils ont un désistement de dernière minute et donc il y a de la tilt table, du LBNP, une petite centrifugation et un vol parabolique. Alors tilt table. Alors c'est une table inclinable. Ouais. Donc le principe et avec un LBNP, donc c'était low body negative pressure. Donc on met toute la partie basse de votre corps dans une espèce de tube qui est scellé à votre taille. Et le principe, c'est de vous laisser en décubitus, donc allongé, avec éventuellement la tête un petit peu en bas, à moins 6, peut-être moins 7 degrés. Pendant longtemps. C'est un alitement en fait, mais bon voilà, quelques heures. Je ne parle pas en jours ou encore moins en semaines ou mois. Ça durait longtemps, ça durait plus de 3 heures et j'avais pas le droit ni de parler, ni de bouger, ni de dormir. Donc il y avait un type, il s'appelait Tobias, qui me parlait. Et il fallait pas qu'il soit trop drôle, ni qu'il soit trop soporifique. Et je me souviens, mais c'était génial comme moment. Parce que lui-même a dû préparer son intervention de la même manière, c'est-à-dire en disant il faut que je garde l'attention, mais pas non plus être marrant. Je sais pas si ça allait aussi loin, mais je me souviens, c'était tellement
amusant et divertissant d'avoir ce gars-là qui vous parle, mais vraiment du small talk pendant 3h30. Et à l'issue de ça, il nous faisait manger et boire à tous les sujets expérimentaux la même chose. Et blanc, il nous mettait violemment à la verticale et il lançait le vide dans le tube pour aspirer et puis pour justement reproduire une hyper pesanteur. C'est pas agréable du tout. C'est pas agréable du tout. Et en plus, ça donne des sensations assez curieuses. Moi, j'étais persuadée de faire pipi. Et c'était très, très, très gênant parce qu'ils étaient tous en face à 1 mètre et ils étaient là avec les chronos en train de regarder des trucs. J'étais, mon Dieu, c'est un moment abominable. Mais bon, c'est pour la science. Et en fait, pas du tout. Et faisait partie du lot de torture, entre guillemets, un vol parabolique. C'était une expérience où il fallait mesurer avec une technique non invasive, donc sans trop de tuyaux et d'aiguilles, quel était le volume cardiaque expulsé dans les différentes phases d'un vol parabolique. Donc on était harnachés, on avait des capteurs un peu partout, j'avais un cathéter dans le bras et surtout je devais respirer un mélange, donc avec comme un groin, avec un ballon et un masque à fréquence définie. On me disait quand je pouvais inspirer et quand je pouvais. C'était quand même pas jojo. Et en vol parabolique, ça. En vol parabolique. Il y a pour des une images. Première. Pour une première, c'était quand même audacieux. Et je crois que j'avais pas tout compris. Et surtout pour ça. Et le protocole était quand même costaud. Et je me souviens de ma première parabole, qui est la parabole 0. La première parabole, on la fait pas harnacher, elle est vraiment là pour ressentir, pour pas qu'il y ait de données gâchées par la surprise. Et c'était très bien, cette parabole 0, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai pu ressentir avant et que les scientifiques ont pu se rendre compte que je souriais beaucoup trop et que le masque ne collait plus au visage. Et il y a des photos de cette première parabole qui étaient saisissantes de bonheur. Voilà. Et puis après, je me concentre et puis je fais le vol et c'est super. Et ça devait s'arrêter là, sauf que les résultats étaient partagés avec un institut de recherche à Boston. Je crois que c'est avec le MIT. Et qu'ils ont identifié à l'aveugle des sujets expérimentaux qui avaient des résultats intéressants. Et je faisais partie de ces 2 ou 3 personnes sélectionnées, donc j'ai dû revoler. Et puis j'étais française à l'ESA, dans un site de l'ESA en Allemagne. DLR, ESA, CNES, ce sont les 3 agences qui font des campagnes de vol scientifique. Donc je me suis retrouvée à voler avec le CNES, à voler avec l'ESA en tant qu'opératrice, parce que j'étais là, j'étais dispo, et puis je pense que les gens, ils me connaissaient, qu'on n'était pas 36 000 Français sur un site de l'ESA en Allemagne. Donc voilà, il y avait les statistiques qui étaient en ma faveur, et puis j'étais une femme aussi, sujet expérimental féminin, c'était recherché. Et Novespace, un jour, se sont dit, mais qu'est-ce que tu bouffes à tous les râteliers? C'est fou, quoi, quand même. Je dis, non, mais non, je suis juste dispo. Et je vais pas bouder le plaisir et la chance quand on m'offre ça. Et encore une fois, j'ai le temps, j'ai l'énergie, je peux poser des congés pour faire ces choses-là, ce qui est beaucoup plus difficile quand on a des enfants. Et Novespace me dit, tiens, on a une demande un peu particulière qui vient d'une association qui s'appelle Rêve de Gosse. Donc voilà, c'est une asso qui est vraiment géniale, qui va faire vivre des rêves à des enfants ordinaires et extraordinaires, donc notamment voler en petit avion, etc. Et puis parfois il y a des enfants qui sont un peu plus extraordinaires que d'autres et qui vont se retrouver à être en fauteuil avec une forme de handicap moteur plus ou moins important, etc. Et ils se sont dit que ça pouvait être quelque chose d'extraordinaire de pouvoir leur donner l'opportunité de se mettre debout, de s'affranchir de cette gravité. Et donc, ça me fait encore des frissons. Et elles me disent, est-ce que tu veux essayer de gérer ce projet? On a une enveloppe budgétaire de l'ESA. Il va falloir sélectionner des enfants. Ça n'a jamais été fait. Bien sûr. OK, on y va. Et on monte le projet. Ça se fait. C'était extraordinaire. Donc, on avait des enfants de plusieurs pays d'Europe. On avait aussi 2 adultes en situation de handicap. Chacun accompagné d'un astronaute et d'un instructeur. Donc, on avait fait ceinture bretelle quand même. Et puis parce que c'était cohérent quelque part. Et donc, ça a été un vol absolument magnifique. Un succès absolu.
ils étaient tous au top, avec des sourires qui n'existent nulle part ailleurs, mais vraiment nulle part ailleurs. Donc, c'était vraiment super. Et à l'issue de ça, Novespace me dit, sur les vols R0G, qui sont les vols commerciaux, on a une équipe d'instructeurs. Donc, il y a l'équipe des pilotes, l'équipe des PNS, personnels navigants de sécurité, et l'équipe des instructeurs. Est-ce que tu veux rejoindre cette équipe, faire les vols d'entraînement nécessaires et les pseudo-qualifs et bien sûr que j'ai accepté. Donc voilà, j'ai rejoint cette équipe et c'est un bonheur à chaque vol. Vraiment à chaque vol, de sensations, d'émotions et de travail d'équipe qui n'existe que là-bas. Parce que c'est une petite équipe et que ce sont des gens absolument incroyables. Époustouflant. Donc voilà, c'était un bonheur répété et j'espère qu'il durera longtemps. Ça sert à quoi en fait quand on prépare les astronautes justement pour expliquer un petit peu aux gens à quoi sert un vol 0G pour se préparer? Alors, la formation des astronautes, elle s'articule schématiquement entre de l'entraînement et de la simulation. L'entraînement, c'est ce qui est indispensable. C'est vraiment l'acquisition de connaissances et de compétences où on va remplir leur tête encore plus avec des connaissances et un savoir-faire, comment opérer des machines, voilà. Et si on a le temps et où la nécessité absolue, on va faire des simulations. Parce que les simulations, ça demande du temps, ça demande de l'argent aussi. Les simulations, ça va être exploiter ces compétences qu'on a formées à l'entraînement dans un nouvel environnement, un environnement collectif, un environnement sensoriellement analogue. Alors, pas en tout point, parce que c'est impossible. Sinon, on aurait un laboratoire qui reproduit tout l'environnement bord de l'ISS. C'est pas possible. On peut pas éteindre la gravité sur Terre. On aimerait bien, mais on peut pas. Donc voilà. Donc on choisit des analogues qui viennent reproduire certaines dimensions sensorielles. Donc l'isolement, la perturbation des rythmes circadiens, par exemple, quand ils vont dans des grottes isolées de l'extérieur, ou l'éloignement, en fin de compte, de l'environnement terrestre, alors dans des bases sous-marines. Et pour l'impesanteur, on a ces vols paraboliques. Donc, sensoriellement, la simulation, on a quelque chose qui nous rapproche de l'environnement spatial, le collectif, et où on va injecter, en général, des malfonctions. Donc, c'est ça, la simulation. Si on a le temps et l'opportunité de le faire, c'est ce cocktail de collectif qui va générer des interactions qu'on n'a pas à l'entraînement. Et comment il réagit s'il y a un problème. Et s'il y a un problème. Exactement. C'est ça, ouais. Exactement. Et pour l'impesanteur, qui est vraiment, ce n'est pas une simulation pour le coup de l'impesanteur, c'est la véritable impesanteur qui est reproduite à l'intérieur de cet appareil. On vient faire une découverte sensorielle pour l'astronaute, pour qu'il puisse découvrir un petit peu comment, ce qu'il va ressentir, et puis comment il va se mouvoir et les choses qu'il n'a pas tout à fait encore anticipées. D'accord ? Que il va falloir, s'il veut visser quelque chose, il va falloir qu'il se tienne, parce que s'il se tient qu'à la visseuse, c'est lui qui va tourner. Donc faire découvrir au niveau sensoriel ce qui se passe en impesanteur et comment il va appréhender peut-être un petit peu la mobilité différemment. On n'a pas d'objectif d'entraînement à proprement parler. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'évaluation. On ne va pas les noter. On ne va pas leur faire passer un examen d'impesanteur. C'est vraiment de la découverte sensorielle, mais qui a tout son sens. Vous avez jamais eu envie d'être à leur place, d'être astronaute, vous aussi ? Absolument jamais. Être en impesanteur, c'est pour moi quelque chose de tellement beau et de tellement... c'est un véritable privilège, et je me dis, je pense que c'est tous les avantages sans tous les inconvénients. Alors, j'ai jamais voulu partir travailler dans l'espace, j'ai jamais voulu partir dans l'espace non plus. Je pense que je n'ai pas les qualités intellectuelles et psychologiques pour le faire, et que je n'ai absolument pas envie de tester mes capacités intellectuelles et psychologiques. Je n'ai pas cette curiosité-là. Par contre, si on me démontre que l'histoire va changer, qu'il y aura plus de guerre et qu'on pourra guérir toutes les maladies, si un jour je vais dans l'espace, évidemment que j'irai, mais sinon, absolument pas. Trop d'exigences avant, trop de... Mais trop de sacrifices. Même pas, c'est juste complètement effrayant. Oui.
complètement effrayant. Avant toutes ces exigences et ces sacrifices et le besoin, encore une fois, d'un câblage particulier dont je doute fortement, non, ça me fait peur. Oui, je comprends, trouve moi ça aussi. terrifiant, vraiment terrifiant. Donc non, je suis très cool avec ça. Il y a aucune jalousie. Ça permet d'être aussi quelque part détendu empathique, tout à fait empathique avec et se concentrer sur et de mettre de la distance. C'est ton métier, c'est mon métier. Absolument. Ouais. Et de se trouver peut-être d'être encore plus détendu par rapport à sa légitimité. J'ai pas du tout envie de faire ton métier. Je crois pas que tu as envie de faire le mien. Travailler ensemble. Ouais. Mais travailler ensemble avec plaisir. Ouais. Quel conseil vous donneriez à des jeunes qui aujourd'hui auraient envie de s'orienter vers le spatial, justement ? Pas forcément de devenir astronaute, parce que le risque, c'est d'avoir envie de toucher ce rêve et d'être peut-être déçu. C'est ce que dit souvent Sophie Adno. Mais est-ce que justement, un jeune qui aujourd'hui aurait envie de se lancer dans cette aventure-là, quel conseil vous lui donneriez ? Le conseil que je donnerais à toute personne qui a envie de se lancer dans quoi que ce soit, soit rigoureux, soit précis. Précision et rigueur quand même pour les astronautes, c'est dur de faire sans, mais sans pour autant, voilà, vous me disiez travailler dans le spatial, rigueur et précision, c'est important, et une véritable compréhension de l'importance du collectif. Parce que les astronautes qui travaillent en équipe, on se dit oui, l'équipage. Non. D'abord, ils travaillent en équipe avec tout le reste de la planète, avec tous les gens qui sont au sol. Donc, c'est vraiment un collectif énorme. Et je trouve ça très, très curieux qu'on vient toujours vanter les mérites du collectif en utilisant l'image du héros. Donc, vraiment d'être conscient de tout le collectif qu'il y a derrière. Il n'y a pas que le buteur, quoi. Il n'y a pas que le buteur, il n'y a pas que le pilote, il n'y a pas que l'astronaute. Et qu'il y a des gens qui sont très, très bien dans leur basket sans avoir justement de rêve absolu et d'héroïsation, ou en tout cas que la dimension du héros fasse partie de leur rêve. Il y a des gens qui sont très bien sans rêver et qui sont très heureux de servir les rêves des autres. C'est mon cas. Et je suis très, très bien avec ça. Donc, j'ai fait une petite digression, mais dire que le collectif, il est immense dans cette industrie-là et que je pense qu'il faut d'abord se concentrer sur les choses sur lesquelles on peut capitaliser. Donc, acquérir des connaissances, acquérir des compétences, apprendre à travailler en équipe, apprendre à être ouvert aussi. Avoir de l'empathie. Avoir de l'empathie, l'ouverture d'esprit, les langues. Les langues étrangères, c'est aussi une forme d'ouverture intellectuelle qui est vraiment très importante. Fais du sport. Fais du sport, prends soin de ton corps. Donc voilà, fais tout ce qu'on te demande de faire à l'école. Tout, sans exception. C'est ça, c'est sans exception. Et accepte, même si tu le comprends pas, qu'il y ait des matières, tu sais pas à quoi elles vont te servir, mais peut-être qu'elles te serviront à rien. Par contre, toutes les connexions neuronales, tout l'apprentissage que tu vas acquérir avec ces résolutions de problèmes d'arithmétique, de baignoires remplies de trains, de machins, tu viens t'exposer. Pourquoi on fait des contrôles? Pourquoi on fait des brevets blancs? Pourquoi on fait ces trucs-là? C'est l'examen, c'est le stress, c'est la vie. Et c'est malheureusement la vie dans le spatial aussi. Voilà, on est souvent un peu stressé. Donc ouais, concentre-toi, élargis l'éventail de tes connaissances, de tes compétences, et sans pour autant aller chercher, apprendre ce qu'on te demande d'apprendre à l'école. L'éventail, il est déjà fou. J'ai une dernière question. On est ici à la Cité de l'Espace. Est-ce qu'il y a une manip, une animation, quelque chose qui vous marque particulièrement? Alors je ris parce que vous m'avez emmené il y a un mois. Ouais. Ouais.
J'étais là avec vous pour mon plus grand plaisir pour le lancement de Sophie Adenau. Et je m'attendais un peu à cette réponse, je dois dire. J'ai jamais eu le temps. Je suis venue plusieurs fois à ces espaces, j'ai jamais eu le temps de vraiment profiter. Et j'étais très curieuse de faire le Lune Explorer. Et j'ai été époustouflée. Mais vraiment époustouflée, ça m'a bluffée. Et j'ai senti des sensations que je n'avais jamais ressenties auparavant, malgré le tiltable LENP, vol parabolique et centrifugation. C'était quelque chose de complètement nouveau et d'absolument époustouflant pour moi. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça génial. Vous m'avez dit que c'est pas en fait une simulation, c'est quelque chose de réel. Non, c'est vrai. C'est vrai, on vient vraiment ressentir léger. Alors la simulation, elle est dans le cockpit, hein. On est sur des simulations d'écran, de machin. Quoique vous avez très bien bossé sur la DA avec des petites étiquettes que je reconnaissais, qui existent vraiment avec les mêmes numéros de série qu'on a à bord de la station. Mais la simulation, elle est dans les sièges. Par contre, le facteur de charge n'est pas simulé. Il est réel. Et, on ressent 2G du décollage vers la Lune, là en l'occurrence. Mais voilà. Et c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Ça fait pas du tout peur. Mais moi, j'ai été transportée. Je suis vraiment partie véritablement au décollage vers la Lune. Et c'était tout à fait nouveau pour moi. Donc ouais, faut venir essayer ce truc-là. Et je pense que ça serait sympa de mettre nos astronautes en formation dedans. Je pense que ça les intéresserait beaucoup. Nous, on est candidats pour qu'on vienne faire. Alors, il va falloir valider pas à pas la formation, mais avec plaisir. Ou au moins les amener en divertissement une petite journée ici, parce que je crois qu'on apprend plein de choses et que au-delà d'apprendre, on ressent des tas de choses au niveau physique, au niveau émotionnel. Il y a des films qui sont très très beaux. Et on ressort plus intelligent intellectuellement et sensoriellement, et ça c'est génial. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à Laura André-Boyer d'être venue nous raconter à la fois ce parcours incroyable et ce métier un peu dans l'ombre des astronautes, mais tellement essentiel. Pour en savoir plus, on vous conseille son livre Open Space. Il est disponible à la boutique de la Cité de l'Espace et dans toutes les bonnes librairies. Et nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours avec un nouvel invité de C'est ton espace. À très bientôt.